Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Les braquages dans la ville de Cotonou ces derniers temps s'opèrent dans les magasins. Au lendemain de ces forfaits, dans quel état d'âme se retrouvent généralement les employés de ces structures? Élément de réponse dans cette édition. Cela ne vous aura pas échappé. Dans certains quartiers de la ville de Cotonou, les ordures ménagères sont déposées le long des artères, un phénomène qui n'est peut-être pas sur le point de disparaître. Les Cotonois nous diront pourquoi. Et puis au Niger, de nombreux réfugiés et organisations non gouvernementales ont célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire dans la ville de Difa. C'était ce mercredi. Bienvenue à tous. Les braquages sont de plus en plus fréquents ces derniers temps au Bénin. À Cotonou, les supermarchés semblent désormais être la cible préférée des malfrats. En moins de 2 semaines, 2 d'entre eux ont subi les agressions des braqueurs. Comment vivent les agents de ces supermarchés après le braquage? Fréjus Serlan et Denis Marouya ont effectué une incursion dans un des magasins braqués récemment. Magasins cambriolés, supérettes dévalisées. Plusieurs millions emportés, plus de doute, les malfaiteurs semblent avoir jeté leur dévolu sur les supermarchés. En 4 jours, 2 de ces supermarchés de Cotonou ont subi chacun un braquage. Ce 18 août 2016, 6 jours après le dernier braquage des malfaiteurs dans ce magasin, l'émotion y est toujours vive. Non, moi j'ai vécu ça parce que à l'entrée, c'était moi. Et ils m'ont dépouillé, ils m'ont maltraité, donc j'avais peur. Je me disais que mais ce qu'ils me font là, mais s'ils font à l'un des petits, mais ils risquent de trépasser. Et quand ils viennent comme ça, après avoir pensé à soi-même, on se dit les autres, maintenant ma famille, que vais-je faire de ma famille? Bon, finalement, bon, moi j'ai essayé de me surmonter, grâce à Dieu. Bon, et j'encourage tout le monde, les enfants, je leur dis non, n'ayez pas peur, allez-y, allez-y, allez-y. Tout juste le lendemain, on a ouvert. Bon, on a ouvert, bien qu'on avait peur. Bon, et cette fois-ci, ils ont renforcé la sécurité avec plus de gendarmes, mieux équipés qu'avant. Suite au remplacement des forces de sécurité privées par celles publiques après le premier braquage qu'ils ont vécu le 2 avril 2015, ces agents ne s'attendaient plus à vivre un vendredi 12 août une deuxième tragédie du genre. D'abord, pour cette dernière expérience, c'est plus douloureuse, les forces publiques. Dès qu'on a eu recours à eux, à un instant donné, c'était un espoir. C'était un espoir que même leur présence, leur dirige devant notre établissement constitue une mesure dissuasive pour ces éléments-là. Donc, se mettre sur cette logique et se retrouver face encore à cette nouvelle expérience, c'est dur. C'est plus que la désolation. Autrement, notre sécurité, on le confie à Dieu. Ici, la vie reprend peu à peu son cours après le choc psychologique qu'ont vécu clients et agents de ce magasin. Mais ces derniers travaillent depuis sous la psychose d'un éventuel braquage. Quand il y a un petit bruit, on commence par regarder à gauche, de gauche, droite, ou bien on commence par filer. Hier même, il y a une de nos rayonistes qui a quitté le magasin. Et compte tenu du fait que quelqu'un a fait tomber un carton, elle a juste déposé ses bagages pour dire « Ah, si c'est ça, elle a voulu fuir en même temps. » Puisqu'elle disait même « Je ne me remets pas encore. Malgré que je viens au service, je ne me suis pas encore remis. » Sous le choc certainement aussi, les personnes travaillant dans ce deuxième magasin situé non loin du premier. Mais ces responsables ont refusé d'exprimer à notre équipe de reportage le moindre ressenti au sujet du braquage dont ils ont été victimes le 16 août dernier. Priorité désormais pour ces différents supermarchés, le renforcement de leurs dispositifs de sécurité avec l'espoir que ceux-ci n'essuient un échec face à l'arsenal des braqueurs.
Et parlons des malfrats, certains d'entre eux ont été présentés ce mercredi à la presse au commissariat central de Cotonou. Cette présentation est consécutive à leur arrestation. Ces malfrats ont été appréhendés par une équipe constituée de plusieurs unités de la police nationale alors qu'ils se faisaient passer pour des vendeurs d'armes. C'est un reportage de Mori Agua et Denis Marouya. Ils sont deux malfrats à être présentés ce mercredi à la presse béninoise. Ils appartiennent à un gang qui a opté pour un nouveau mode opératoire, expliqué ici par le commissaire du commissariat de l'arrondissement de Vaudier. Une bande de hors-la-loi allait proposer la vente de 2 AKM et de 2 PA perfectionnés à un riche Aladji. Une équipe constituée des éléments de Vaudier, de la Biérie de Cotonou, de la Biérie de Porto-Novo et de la BAC de Porto-Novo a été mise sur pied. Pour réussir l'opération, j'ai dû jouer le rôle du Aladji, acheteur des armes. Nous avons effectué un déplacement sur Porto-Novo pour rencontrer les hors-la-loi. J'étais aussi muni des 4 500 000 francs qui devraient servir à acheter ces 4 armes. On les a attendus depuis 6 heures et vers 10 heures, l'un d'entre eux est venu constater que nous étions réellement porteurs des fonds. Ce n'est qu'à 17 heures moins le quart que ces hors-la-loi ont fait encore leur apparition. Cette fois-ci, au lieu de nous vendre les 2 AKM et les 2 PA, ils sont venus avec des armes artisanales pour pouvoir nous déposséder de nos sous. Hélas, cette technique n'a pas prospéré. Au nombre de 4 au départ, 2 sont en cavale et activement recherchés par la police nationale. Pour ne pas être la proie facile des malfrats, le porte-parole du commissariat central de la ville de Cotonou invite la population à une implication totale et globale dans la lutte que nous menons contre la pègre. Cette détermination se fera lorsque chacun de nous apportera l'information et la bonne information aux sources policières pour une proactivité dense et totale. Face à la recrudescence des actes de criminalité à Cotonou, la veille citoyenne s'impose donc pour soutenir les actions des forces de sécurité publique. Dans certains quartiers de la ville de Cotonou, les ordures ménagères sont déposées le long des artères. Au quartier Zongo, ces actes d'incivisme sont fréquents malgré les efforts de la mairie de Cotonou pour rendre la ville propre. Nous sommes ici à Maromliter sur la double voie pavée qui débouche sur le boulevard des Armées. Chaque matin, c'est dans ce terre-plein central que les riverains déposent les ordures ménagères. À environ 800 mètres de là, en allant vers la mosquée Zongo, des sacs d'ordures sont déposés le long des artères. Certains jeunes du quartier tentent de justifier ces actes d'incivisme. Les gens de la mairie qui ramassent aussi les ordures, quand ils viennent ici et qu'on veut mettre les ordures dans le véhicule, ils refusent qu'on mette les ordures dans le véhicule. Par exemple, hier maintenant, il y a un élément qui a balayé le pavé tout seul sans que personne ne lui demande. Il est passé verser les ordures dans la camionnette. Ils ont refusé à ceux qui versent les ordures. Il a déposé ça par terre. Ils ont commencé à le battre. Mais nous, on n'a rien dit parce que nous ne sommes pas, on n'est pas concernés de la situation. Selon les dires, les auteurs de ces actes sont des personnes appelées accros du ghetto qui débarrassent les riverains des ordures ménagères moyennant quelques pièces de monnaie. Samirou s'interroge sur le rôle de la police municipale. Je me demande pourquoi ils ont créé la police municipale. Je pensais que c'est à cause de ça qu'ils ont créé la police municipale. Donc si la police municipale ne fait pas tout ça là, à quoi vaut son importance? On ne voit rien. Il vaut mieux ne pas créer ce genre de choses là. Pour le deuxième adjoint au maire, l'assainissement de la ville est une priorité. Le maire de la ville de Cotonou, son excellence de la révérence Oglo a à cœur l'embellissement de la ville. Son souci, c'est de faire de Cotonou une ville belle, attrayante, propre.
Et de ce point de vue, il a mis en place une politique que nous essayons de mettre en œuvre. Donc nous sommes autour de lui. Selon le deuxième adjoint au maire, ces actes ne resteront plus impunis. Les gens mal intentionnés jettent maintenant des ordures sur les TPC. C'est aussi dans certains communiqués. Et au regard du code d'hygiène de la propriété, nous allons également commencer par servir par rapport à ça, parce que ce n'est pas bien que les gens annulent les efforts faits par la ville pour ça. Ce jeune habitant de Zongo pense qu'il est possible de mettre fin à de tels actes. Bon, vraiment, ce que j'aimerais dire à la mairie, c'est qu'elle prenne des mesures de sécurité à propos de tout ça là, parce que nous, on a déjà pris des mesures de sécurité qu'on a vues, ça n'a abouti à rien, parce qu'on n'a pas leur soutien. Maintenant, si au moins, au lieu de prendre les polices municipales pour devenir des policiers de route, il vaut mieux les prendre pour les amener et surveiller le pays à cause de ceux qui versent les ordures et ceux qui pissent sur la voie aussi. Garder la ville propre devrait être une priorité de tous, car cela participe au bien-être des Cotonoises et Cotonois. L'actualité sur le continent, de nombreux réfugiés et organisations non gouvernementales ont célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire dans la ville de Difa mercredi au Niger, alors que la crise sécuritaire dans la région a fait plus de 300 000 personnes déplacées, fuyant principalement Boko Haram. Suivez ici quelques responsables de structures d'aide humanitaire. Le conflit qui frappe le bassin du lac Tchad et malheureusement ce conflit-là ne semble pas avoir l'attention qu'il mérite de la part de la communauté internationale, de la part des populations du monde entier, et il a tendance à devenir une crise oubliée, une crise méconnue. Il nous faut faire des efforts pour éviter que les populations deviennent malades, que le choléra se propage, que la méningite se propage, que la poliomyélite se propage. Toutes ces maladies qui affectent les enfants en premier lieu se propagent, et toutes les maladies qui sont liées à l'eau et au manque d'hygiène soient combattues. En dehors même des réfugiés, maintenant actuellement quand vous regardez tout au long vous voyez, toute la bande sud s'est déplacée pour venir sur le goudron. Tous ces gens-là ont quitté leur demeure, il faut le trouver. Quand vous retrouvez dans une tente comme ça avec votre femme, vos enfants, tout, vous savez très bien que quel que soit ce qu'on va vous apporter, ça ne vous fera pas oublier votre ancienne vie. Sur la région de Difa, on aurait voulu mobiliser au moins 75 millions de dollars. Malheureusement, nous sommes à un tiers, c'est-à-dire sur sur 3 dollars à mobiliser, on n'a mobilisé qu'un seul dollar. C'est la même situation au niveau du pays. Sur 316 millions de dollars, on est également autour de 105 millions de mobilisés pour l'ensemble du pays en matière humanitaire. Les blessés, c'est le bilan des heurts qui ont opposé mercredi à Bamako, forces de l'ordre et jeunes qui protestaient contre l'arrestation d'un chroniqueur radio contestataire. La manifestation a rapidement dégénéré avec des voitures brûlées et des tirs de gaz lacrymogènes par les forces de sécurité, selon les responsables de l'agence France Presse et d'autres témoins. Commentaires. Les heurts ont éclaté dans la matinée de ce mercredi devant le tribunal où comparaissait l'animateur Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, arrêté lundi soir entre des partisans venus le soutenir et des forces de l'ordre, selon des correspondances de l'AFP et des témoins. La manifestation a rapidement dégénéré avec des voitures brûlées et des tirs de grenades lacrymogènes par des forces de sécurité, selon les mêmes sources. Animateur d'émissions souvent polémiques, Mohamed Youssouf Batili s'en était pris ces derniers jours à l'armée malienne qui a subi récemment de fortes pertes dans des attaques djihadistes et au président Ibrahim Boubacar Keïta tassé d'incapacité à diriger l'armée. Suite à ces dernières émissions, il a été arrêté et poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Le jeune homme, qui est par ailleurs le fils du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières Mohamed Ali Batili, s'est également signalé par des chroniques au vitriol contre le chef du gouvernement Modibo Keïta et d'autres cadres de l'administration. Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo s'est rendu ce mardi à Bénin, théâtre ce week-end du massacre de plusieurs dizaines de civils. Dépêché par le président Kabila resté à Goma, le Premier ministre est allé présenter les condoléances du chef de l'État congolais aux victimes. Reportage. Un rassemblement de l'opposition guinéenne s'est mal terminé ce mardi à Conakry.
Tieno Amidou Diallo, 21 ans, a reçu une balle tirée par un capitaine de la police en pleine poitrine alors qu'il revenait de la manifestation. Au moins 10 personnes ont été blessées. 700 000 personnes avaient répondu à l'appel des leaders de l'opposition guinéenne demandant le départ du président Alpha Condé. L'opposition guinéenne dénonce la mauvaise gouvernance du régime en place. Il est temps qu'ils partent parce que nous voulons que les injustices finissent dans notre pays. La justice guinéenne, elle est toujours incompétente quand il s'agit de l'opposition. La justice guinéenne a besoin de s'amender. Outre Faya Milimono, Papa Koli Kourouma de Génération pour la réconciliation, l'unité et la prospérité, 2 candidats malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2015, et surtout Selou Dalin Diallo, président de chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, sont les principaux organisateurs de ce meeting qui a finalement tourné au drame. Une enquête devrait être ouverte pour définir les responsabilités dans la mort du jeune Amidou. Vous venez plutôt de suivre la marche de protestation organisée par l'opposition guinéenne pour réclamer le départ du président Alpha Condé. C'était mardi dernier. Je le disais, le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo s'est rendu ce mardi à Béni, théâtre ce week-end du massacre de plusieurs dizaines de civils. Dépêché par le président Kabila, resté à Goma, le Premier ministre est allé présenter les condoléances du chef de l'État congolais aux victimes. Reportage. Le Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, a effectué ce mardi un déplacement de quelques heures dans la ville de Béni, où 51 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans les quartiers nord de la ville, à la lisière du parc de Virunga, repère des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Le ministre a visité les lieux des massacres en compagnie de hauts responsables de l'armée et de la police et a présenté les condoléances du président Kabila aux victimes. Cette visite du ministre, qui intervient au lendemain d'une réunion de sécurité tenue à Goma, s'est achevée à la mairie de Béni, où il a tenu un court discours. Ici, nous sommes dans un système plus ou moins exceptionnel, où c'est le terrorisme qui s'opère en plein village. Vous avez vu, vous avez été avec moi dans certaines maisons, qu'on peut considérer comme certaines huttes qui ont été brûlées. On a tué les gens, on n'a rien pris. Pour le Premier ministre, la persistance de ces massacres dans cette localité depuis octobre 2014 doit attirer l'attention du monde entier. Je crois qu'il faut absolument que non seulement la communauté nationale soit sensibilisée sur cette question, mais aussi la communauté internationale, parce qu'il s'agit d'un acte de terrorisme avec certainement des racines qu'on peut considérer comme des racines un peu djihadistes, telles que ça se passe dans le monde entier. Ces tueries sont attribuées aux rebelles des ADF par le gouvernement congolais et la mission de l'ONU en RDC. Mais cette version est partiellement remise en cause par des experts qui imputent une part de responsabilité à des soldats de l'armée régulière. Toujours en République démocratique du Congo, un manifestant a été tué par balle mercredi lors de heurts des habitants de Béni avec les forces de l'ordre en cours d'une manifestation anti-gouvernementale à l'est du pays. Des manifestations contre l'inaction des autorités par rapport aux violences qui touchent la région se multiplient depuis 2 ans. Le territoire de Béni et ses environs sont en effet en proie à une série de massacres, principalement à l'âme blanche, ayant causé la mort de plus de 650 personnes depuis octobre 2014. Le Soudan, où des maisons ont été détruites et de nombreux villages submergés suite à des inondations provoquées par des pluies torrentielles. Du coup, des travailleurs humanitaires prêts à acheminer des centaines de tonnes d'aide à des Soudanais devenus sans abri après ces pluies dans l'est de leur pays restent bloqués en raison des problèmes d'accès aux zones sinistrées. Depuis le début d'une vague d'intempéries au Soudan, il y a 2 semaines, une centaine de personnes au moins sont mortes dans l'ensemble du pays.
Et puis hors du continent, sur le sentier côtier spectaculaire qui relie les villages médiévaux des Cinq-Terres accrochés aux falaises de la terre ligure dans le nord-ouest de l'Italie, il faut désormais s'attendre à une circulation en accordéon. Le parc national inscrit au patrimoine de l'UNESCO, les Cinq-Terres comptent environ 5000 habitants. Ils ont attiré 2,5 millions de touristes l'année dernière. Reportage. Les Cinque Terre en Ligurie. Chaque année, de plus en plus de touristes viennent voir ces 5 villages italiens cachés entre terre et mer. Ils étaient 2,5 millions en 2015 sur ce territoire de 43 km² où vivent à peine 5000 personnes. Cette famille chinoise a décidé de faire le voyage depuis le Yunnan après avoir vu des photos sur Internet. J'ai vu que tous les tours opérateurs vont désormais aux Cinque Terre. Donc nous aussi, nous avons décidé de venir voir ce bel endroit. Un succès croissant qui pourrait mettre en danger le délicat équilibre de ce territoire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Selon le parc national des Cinque Terre, qui a pour mission d'organiser le tourisme et de protéger ses sentiers étroits et escarpés, unique voie piétonne entre les villages, en 2015, le nombre de visiteurs a augmenté de 30% par rapport à l'année précédente et pour 2016, on estime qu'il y aura une nouvelle hausse de 20%. Bon nombre de touristes qui boudent le Maghreb ou la Turquie par peur des attentats se tournent en effet vers l'Italie. Si la situation devenait ingérable, si on ne pouvait plus gérer l'arrivée de tous ces touristes, à ce moment-là, nous serions obligés de prendre des mesures pour limiter l'afflux touristique. Même si on n'en est pas encore là, les premières mesures ont été prises. L'accès au sentier principal a été rendu payant et un ticket combiné train et visite a vu le jour. Certains touristes, habitués des lieux depuis 30 ans, se demandent s'ils pourront continuer à venir et si la zone ne risque pas de devenir accessible seulement aux plus fortunés. Je ne sais pas quelle est la solution parce que limiter les choses par l'argent est aussi, ça pose question parce que ça voudrait dire que ceux qui peuvent se le permettre viennent, ceux qui ne peuvent pas se le permettre ne peuvent pas. Je ne sais pas quelles sont les solutions. En attendant, l'augmentation du nombre de touristes se confirme partout en Italie avec 50,7 millions de visiteurs étrangers en 2015, presque 2 millions de plus que l'année précédente. Et dans d'autres zones comme Venise et Capri, on réfléchit à des solutions de type numerus clausus pour préserver monuments et environnement. Mesdames, Messieurs, ce journal prend fin ici. Merci pour l'attention.